Bonjour et bienvenue sur la chaîne AME-AFF pour cette deuxième rencontre hépato sur la thématique des stéatopathies métaboliques. Cette seconde séquence est consacrée aux méthodes diagnostiques et j'ai le plaisir de recevoir le professeur Jérôme Boursier du CHU d'Angers. Bonjour Jérôme. Bonjour Maëva. Alors nous venons de voir les données épidémiologiques. Penses-tu qu'il faille proposer un dépistage systématique dans la population générale ? C'est vrai que la stéatopathie métabolique répond à la plupart des critères OMS pour le dépistage d'une maladie. Néanmoins, avant de passer le cap du dépistage de masse, je pense qu'il y aura deux écueils qui restent à franchir. Le premier, c'est définir la procédure de dépistage. On sent bien que ce sera un test non invasif, mais est-ce que ce sera un test sanguin, une mesure d'élastométrie ? Et aussi, qui dit dépistage dit traitement. Et actuellement, il n'y a aucun traitement recommandé dans les stéatopathies métaboliques. Est-ce que par contre, tu préconises un dépistage individuel ? Je ne parlerai pas vraiment de dépistage individuel, mais plutôt de diagnostic chez un patient qui a des facteurs de risque. Donc les patients qui sont en surpoids, qui ont un terrain métabolique, sont à risque d'avoir une stéatopathie métabolique et donc d'évoluer vers la stéatopathie, puis la fibrose, puis la cirrhose. Donc théoriquement, il faudrait faire une évaluation hépatique chez tous ces patients. Après, on sait que le principal déterminant de la maladie, c'est le degré de fibrose. Les facteurs de risque de fibrose sont l'âge, le syndrome métabolique, l'hypertension artérielle et le diabète. Et donc, une évaluation non invasive de la fibrose est tout particulièrement indiquée chez ces patients qui ont ces facteurs de risque. Après, l'intérêt d'un diagnostic précoce, c'est de faire une intervention pour éviter l'évolution jusque la cirrhose. Et pour les patients qui sont déjà au stade de cirrhose, de mettre en place les mesures de dépistage des varices œsophagènes à risque hémorragique et du cancer du foie. Très bien. Et par qui pourrait être assuré ce dépistage ciblé ? Alors, je pense essentiellement à tous les médecins qui sont impliqués dans la prise en charge des patients métaboliques, tout particulièrement les endocrinologues, pourquoi pas également les cardiologues. Il y a aussi les médecins qui prescrivent des traitements qui peuvent induire le syndrome métabolique, les infectiologues avec les traitements anti-VIH, mais aussi les psychiatres, et aussi de façon plus globale et plus générale, les médecins généralistes qui sont au centre de la prise en charge globale des patients. Et selon toi, quels examens doivent être utilisés pour cette première approche de dépistage ciblé ? Le bilan hépatique standard, transaminase, gamma-GT, phosphatase alcaline, bilirubine, auquel il faut ajouter l'ETP et les plaquettes, qui sont des marqueurs faciles à obtenir et qui sont bien corrélés à la sévérité de la maladie. Et il faut aussi faire une échographie hépatique, qui permettra de confirmer le diagnostic de stéatose, de voir s'il n'y a pas des signes de dysmorphie hépatique. Et il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, les appareils d'échographie incluent de plus en plus des modules d'élastographie, méthode qui permet d'évaluer de manière assez fine le degré de fibrose du foie. Et donc, comme ces appareils sont de plus en plus disponibles, ça permettra d'augmenter l'accessibilité à cette méthode. Donc, au moins un bilan hépatique et une échographie. Des outils ou des scores qui permettent d'identifier des patients à risque de fibrose sont en cours de développement. Ton équipe a récemment publié l'intérêt d'un tel score en médecine générale. Est-ce que tu peux nous en parler ? Une fois qu'on a prescrit le bilan initial, encore faut-il après correctement l'interpréter. Je vais prendre l'exemple du TP. Dans les laboratoires, la limite inférieure du TP, en général, c'est 70-80%. Donc un patient qui a un TP à 80% va être considéré comme ayant un résultat normal. On sait qu'en présence d'un facteur de risque hépatique, un TP à 80% est quand même pour un spécialiste très évocateur d'une maladie avancée du foie. Donc il y a, pour aider les non-spécialistes, il y a des tests qui combinent des variables, je pense au FIB4, au NAFLD Fibrosis Score, et avec des règles d'interprétation qui permettent justement d'identifier les patients qu'il faut envoyer aux spécialistes. Néanmoins, ces tests nécessitent un calcul avec un ordinateur. Donc l'idée de notre approche, c'était de sélectionner des variables simples. Donc on a sélectionné l'âge, le sexe, la gamma-GT, l'ETP, les plaquettes et l'ASAT, et de donner des points à chaque variable. Par exemple, le patient a plus de 40 ans, c'est 3 points. Il est un homme, c'est 1 point. Il a un TP inférieur à 84%, c'est 4 points. Donc ça veut dire qu'on peut très rapidement, à la vue du résultat du bilan biologique, compter les points, et à partir de 8, le patient est à risque d'avoir une fibrose avancée du foie et doit donc être confié aux spécialistes pour des explorations complémentaires. Comment tu as appelé ton approche ? Le score ELIFT, Easy Liver Fibrosis Test. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas banaliser une cytolyse à 1,5 fois ou 2 fois la normale chez un patient qui présente des facteurs de risque métabolique et une stéatose ? Très grossièrement, une cytolyse, ça témoigne d'une maladie hépatique active, mais ça n'en préjuge pas de sa sévérité.
Un patient qui a une cytolyse peut très bien avoir l'absence de fibrose hépatique, mais il peut aussi avoir une cirrhose tout à fait débutante avec un examen clinique normal et les autres paramètres qui sont également normaux. Donc je pense qu'en présence d'une cytolyse hépatique qui témoigne d'une maladie hépatique active, il faut savoir aller plus loin et faire un bilan non invasif de fibrose. Qui finalement doit être adressé aux spécialistes? Alors on peut parler de l'algorithme proposé l'année dernière par l'EASL, qui a défini chez les patients qui ont une stéatose donc deux catégories. Les patients qui ont un bilan hépatique normal, donc ceux-là, on fait un test non invasif de fibrose et on envoie au spécialiste si le test est positif. Et après, il y a les patients qui ont un bilan hépatique anormal, directement au spécialiste pour avoir la meilleure évaluation non invasive possible. Moi, je modérerais ça. Ça se conçoit pour les patients qui ont un bilan hépatique anormal avec une cytolyse. Par contre, le ASL a dit dans ses recommandations, a considéré comme bilan hépatique anormal une élévation isolée de la gamma-GT. Ça représente énormément de patients. L'élévation isolée de la gamma-GT n'est pas forcément un critère de gravité. Donc chez ces patients-là, avec une stéatose et une élévation isolée de la gamma-GT, j'aurais fait comme pour les patients qui avaient un bilan hépatique normal. J'aurais d'abord fait un test non invasif de fibrose avant d'envoyer au spécialiste. Pour l'hépatogastro-entérologue, quelles sont les méthodes à sa disposition pour diagnostiquer une stéatohépatite et pour diagnostiquer une fibrose? Donc, une fois chez l'hépatogastro-entérologue, il faut savoir qu'il n'y a pas de marqueurs ou de tests de NASH qui ont été suffisamment évalués de manière indépendante pour pouvoir recommander une utilisation en pratique clinique. C'est encore du domaine de la recherche, le diagnostic non invasif de la NASH. Par contre, on dispose aujourd'hui de tests non invasifs performants pour le diagnostic de la fibrose. Deux grandes familles pour le spécialiste, l'élastométrie, chef de file FibroScan, et ensuite les appareils inclus, les modules inclus dans les appareils d'échographie, ARFI, supersonique et ELASTOPQ. Et la deuxième grande famille, ce sont les tests sanguins qui utilisent des marqueurs complexes, spécifiques de la fibrose, combinés dans des formules complexes qui nécessitent aussi un ordinateur, payant le plus souvent, mais qui sont aussi très performants. Donc, pas de méthode validée pour la stéatohépatite. En revanche, deux types de marqueurs non invasifs pour le diagnostic de fibrose. Est-ce que tu préconises d'associer ces deux types de méthodes, biomarqueurs et élastographie? De manière extrêmement pragmatique, sur le schéma de ce qu'on a montré dans l'hépatite C et dont les publications commencent à montrer que c'est exactement la même chose dans la NAFLD, il faut faire les deux. Une méthode sanguine et une méthode d'élastométrie de préférence. Lorsqu'on associe les deux, on augmente la performance du diagnostic non invasif. Après, il y a l'attitude pragmatique. Tout le monde n'a pas accès aux deux méthodes, donc je dirais commencer avec celle dont vous disposez. Et si jamais vous êtes dans la zone d'incertitude, passez à la seconde. Et quelle est la place de la biopsie hépatique avec ces nouveaux marqueurs non invasifs? C'est une question qui n'est pas facile. Si on veut rester purement académique et théoricien, on pourrait répondre que les tests non invasifs ne sont pas encore recommandés pour l'utilisation en pratique clinique par la HAS. Donc théoriquement, il faudrait biopsier tous les patients pour lesquels on se pose la question de la sévérité des lésions du foie. Néanmoins, ça représenterait énormément de patients, un examen invasif, risqué pour le malade, et aussi la culture des tests non invasifs maintenant est très ancrée dans la pratique clinique des praticiens. Donc moi je pense aujourd'hui, en 2017, la biopsie hépatique est réservée aux patients pour lesquels on a un doute diagnostique, surtout si on suspecte une maladie avancée du foie et encore plus une cirrhose. Après, on peut aussi proposer la biopsie hépatique si on a accès au protocole thérapeutique et si on souhaite que le patient bénéficie d'un accès précoce aux nouvelles molécules. On va parler maintenant de FibroScan et de l'utilisation des sondes M ou des sondes XL. Est-ce que tu peux nous expliquer la stratégie d'utilisation de ces sondes ? Alors c'est vrai qu'avec la sonde M, le problème était que le taux d'échec était très important chez les patients en surpoids et encore plus obèses. Donc le fabricant a développé la sonde XL spécifiquement pour améliorer la faisabilité dans cette population. La performance est la même que la sonde M et la règle d'utilisation dépend de l'épaisseur peau-capsule. Si on est inférieur à 25 mm, c'est la sonde M. Si on est supérieur à 25 mm, c'est la sonde XL. On ne va pas mesurer par échographie l'épaisseur peau-capsule en pratique. Il y a un module de détection automatique incorporé à l'appareil qui, au moment de la mesure, indique quelle sonde il faut utiliser, soit la M, soit la XL. Enfin, qu'est-ce que le CAP ? Alors, quelle est sa place ? Le FibroScan mesure la vitesse de propagation d'une onde élastique dans le foie et en déduit la dureté hépatique. Le FibroScan, lui, va mesurer l'atténuation de cette onde qui est corrélée au grade de stéatose.
Donc premier message, c'est une mesure qui se fait en même temps que la mesure de dureté hépatique, donc il n'y a pas besoin d'examen complémentaire. On a les deux résultats en même temps de façon simultanée. Après, c'est une mesure qui est bien corrélée au grade, mais qui n'est pas suffisamment précise pour quantifier très exactement la stéatose hépatique, mais c'est une très bonne même performance diagnostique pour savoir s'il y a stéatose ou pas. Et donc c'est très intéressant en pratique si on veut affirmer le diagnostic de NAFLD, surtout lorsque l'échographie hépatique est prise en défaut, lorsque la quantité de stéatose est faible. Merci Jérôme. Merci, Eva. Donc en pratique, nous avons à notre disposition des tests simples de dépistage chez des patients qui présentent des facteurs de risque métaboliques pour savoir qui adresser au spécialiste qui choisira le test le plus performant pour évaluer la sévérité de l'atteinte hépatique. Merci Jérôme. Merci Eva.